qu'on multiplie par le taux permis pour les adjoints multiplié par l'indice. Et le taux pour les adjoints, c'est 23,32 de l'indice brut terminal. Si je résume, donc l'enveloppe globale est égale à 1 fois 58,30 plus 8 fois multiplié par 23,32. Et donc ça nous définit une enveloppe maximum. On peut ajouter ou pas un nombre de délégués, mais qui doit être compris dans une enveloppe, dans cette enveloppe maximale. Le nombre de délégués ne doit pas déplafonner l'enveloppe maximale. Et c'est la raison pour laquelle on doit faire comme cela. Donc aujourd'hui, l'enveloppe est déterminée de la façon suivante. Je retrouve mes petits papiers. Si on parle en pourcentage, l'enveloppe globale, c'est donc 1 fois 58,30 multiplié par 8 fois 23,32. Et donc on se retrouve avec une enveloppe maximum en pourcentage qui représente 244,86%. Voilà. Ça, c'est l'enveloppe maximum qui est allouée sur notre strate, sur notre ville de strate. Et l'enveloppe maire plus adjoint qu'on vous propose, puisque vous savez qu'on a délibéré l'autre jour pour nommer 7 adjoints et non pas 8, ce qui va nous laisser une réserve pour faire des conseillers délégués. Donc l'enveloppe aujourd'hui maire plus adjoint, et donc on vous propose de non pas mettre à 58,30 le taux du maire mais à 50%, et non pas mettre à 23,32 le taux des adjoints mais à 21%, ce qui nous donne 197%, à comparer aux 244,86%. Ça représente donc 80% de l'enveloppe, un peu plus, 80,45% de l'enveloppe maximum. Et on vous présentera tout à l'heure les délégués, puisqu'on a choisi de mettre 6 délégués. Et avec 6 délégués à 6%, on se retrouve avec une enveloppe maire plus adjoint plus délégué qui correspond à 233%, soit 95,15% de l'enveloppe maximum. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas c'est exhaustif, il y a plein de pourcents dans tous les sens. Ce qu'il faut voir, c'est que on pourrait très bien ne pas délibérer sur le taux du maire, et dans ce cas-là, le taux maximum s'applique de fait. Là, ce qu'on considère, c'est qu'il faut qu'effectivement le plus de conseillers puissent travailler à la fois dans les commissions, on y reviendra lors du prochain conseil municipal, pour pouvoir à la fois seconder, mais pas uniquement, pour pouvoir avoir des délégations spécifiques sur certains sujets. J'y viendrai tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'avoir un maire, 7 adjoints et 6 délégués dans l'enveloppe globale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de fixer... Ah, pardon. Oui. Monsieur Derivé, prenez le... Ouais. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Alors, monsieur le maire, lors du conseil d'installation du 22 mars dernier, vous avez décidé le report de la délibération sur la détermination des indemnités de fonction aux élus. Pouvez-vous expliquer au conseil municipal les raisons de ce report de 10 jours? Alors, cette question, elle vise juste à mieux appréhender les conséquences de ce report, conséquences qui sont les suivantes. Pour ce qui vous concerne, vous l'avez rappelé, votre indemnité est fixée de droit et sans débat au taux maximal, défini par les modalités de l'article L2123-23 du CGCT. Son montant mensuel est fixé par le tableau annexé, vous l'avez rappelé également, soit 58,3% de l'indice brut de 2027. Donc avec 4 110,52 € pour une commune comme la nôtre, cette indemnité monte à 2 396,43 €. Ce même article prévoit que le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. Vous pouvez ignorer que le montant de l'indemnité du maire ne peut être réduite qu'à l'issue d'une telle délibération. Votre indemnité, donc l'indemnité maximale depuis le 22 mars, et jusqu'à la date d'une délibération qui viendrait la réduire. Pour ce qui concerne les adjoints et les conseillers délégués, vous indiquez dans le projet de délibération que, ouvrez les guillemets, à titre exceptionnel, dans l'hypothèse où la délibération fixant les taux d'indemnité des élus serait postérieure à la date d'installation du nouveau conseil et prévoirait une entrée en vigueur antérieure à cette date, les indemnités pourront être versées depuis la date d'entrée en fonction des élus. Il ne peut s'agir
que d'une erreur, un acte administratif ne peut avoir un effet rétroactif. Il doit en outre être transmis au contrôle de légalité et publié. Le 14 septembre 2020, dans les conditions exceptionnelles du Covid, un conseil municipal avait voté une délibération portant sur les indemnités des adjoints en fixant leur anticipation à la date des délégations consenties. À l'époque, c'était le 20 juillet et le 17 août. Ainsi, le conseil municipal avait donné une portée rétroactive à cette délibération. Malgré la situation exceptionnelle et après l'annulation de la délibération par le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la décision et censuré le 19 juin 2025 la rétroactivité en rejetant la requête de la commune. Alors, ce point a été conforté depuis par une note au préfet par la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, une note récente en date du 9 février 2026 qui précise, je la cite, qu'une délibération ne pourra valoir que pour l'avenir. Elle ne peut se prévaloir de sa date de publication car seule la délibération constitue dans ce cas la base juridique des indemnités de fonction. Considérant ce qui précède et afin d'éviter que la délibération proposée soit frappée de nullité, nous vous demandons de la corriger afin de la rendre conforme aux dispositions légales en vigueur. Eh bien, on va regarder les dispositions effectivement légales par rapport à ça et on en tirera les conséquences. L'idée, simplement, juste pour revenir du pourquoi du report à aujourd'hui, c'est qu'on ne savait pas combien on allait avoir de conseillers délégués. C'est aussi peu que ça. Il n'y a aucune malice dans le report. Et quant à l'application de la fiscalement de ce que et comptablement de ce qui sera appliqué soit de fait au conseil d'installation, soit à partir d'aujourd'hui, on va regarder effectivement les conséquences, mais il n'y a pas. Juste, est-ce que vous pouvez relire la délibération que vous proposez au conseil municipal quant à ce qu'est la date d'application, s'il vous plaît, monsieur le maire. Oui. On va, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut la modifier aujourd'hui. De toute façon, quel jour on est ? Le 31. On met au 31. Au 32, si vous préférez. Au 32, c'est ça ? Au 1er avril. On le fait au 31. On modifie au 31 et on verra comment. Donc, ce que je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est d'appliquer le pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique, maire 50%, adjoint au maire 21% et conseiller délégué 6%. Toujours de l'indice brut terminal de la fonction publique. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, vous levez 2 fois le bras, Madame Poisson. Okay. J'ai pas vu, pardon. Ok, parfait. L'occasion pour moi de vous présenter le tableau qui vous a été remis, me semble-t-il, dans les pièces jointes, le petit tableau avec les délégués, qui dans les annexes, qui était mis en point 2 dans la convocation et qui est ici, qui est resté dans le point 1, assez logiquement. Je les ai où là, ce truc-là ? Ouais, merci. Donc vous dire simplement et vous les présenter, sachant que lors du prochain conseil, on installera l'ensemble des commissions et on vous fera part des dispositions. Donc Catherine Barbereau, première adjointe, administration générale et du personnel, finances, vie économique, démocratie participative et relations institutionnelles. Nous aurons Monsieur Thibaut Fadin, conseiller délégué commerce. Alors on les a mis en bleu sur le tableau parce qu'il y a une relation, mais il n'y a pas de lien de hiérarchie entre des adjoints et des conseillers délégués. Monsieur Fabrice Bussy, adjoint animation, sport, culture et jeunesse, avec des conseillers délégués qui sont Madame Sandrine Martins au développement du monde associatif, Monsieur Matteo da Silva Matos en jeunesse. Ensuite, vous aurez Madame Fanny Billy, adjointe sécurité et prévention. Monsieur Alexandre Cher, adjoint travaux, infrastructures et patrimoine. Madame Charlotte Lemétour, adjointe à la communication et conditions animales. Monsieur Olivier Lucas, adjoint à l'urbanisme.
avec Madame Audibert, conseillère déléguée, parce que j'ai senti les ondes de Madame Audibert qui m'ont fait hésiter. Adjointe déléguée, développement urbain, cadre de vie, cimetière. Madame Isabelle Jodin, adjointe affaires sociales, scolaires, handicap et petite enfance, avec Madame Valentine Fort-Piecards en vie scolaire, conseillère déléguée vie scolaire, et Madame Gaëlle Trampon en conseillère déléguée sur les questions intergénérationnelles. Voilà, c'était juste en information et nous y reviendrons lors des présentations des commissions. Point numéro 2, la désignation des membres du conseil d'administration et du CCS. Alors comme vous le savez, on doit déterminer qui sont les membres du conseil d'administration du CCS. Il y a une partie des membres qui sont, je laisserai la parole à Isabelle si elle le souhaite, qui sont élus et d'autres qui sont nommés par le maire et qui sont notamment des représentants des associations. En ce qui concerne les membres élus, comment ? Faut d'abord qu'on délibère sur le nombre d'administrateurs du CCAS, avec, je le disais, donc le maire qui est président de droit du conseil d'administration, les membres élus au sein du conseil municipal, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, et les membres nommés par le maire dans les conditions de l'article L 123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de fixer le nombre de membres, sachant qu'il n'est pas fixé de nombre minimum de membres du CCAS. Toutefois, il y a 4 catégories d'associations qui devront obligatoirement faire partie du conseil d'administration. Donc c'est ce qui est mis dans la note. On peut en déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres, en plus du président. Donc ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps de voter pour le nombre de représentants d'administrateurs au CCS, et on vous propose de le fixer à 8. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, en ce qui concerne le nombre des élus, c'est une élection au scrutin secret de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste des 4 représentants du conseil municipal du CCS. Alors, ce qu'on vous propose, on pourrait le faire de 2 manières. C'est soit la manière qui est exposée dans la délibération, soit d'une autre manière, à savoir on fait une seule liste, comme on avait fait la fois dernière, dans laquelle on vous propose de mettre peut-être plus de candidats qu'il y a de postes pour pouvoir définir des suppléants par rapport aux titulaires. C'est-à-dire que on pourrait avoir sur les 4 qui seront siégeants finalement au conseil d'administration, 3 de la liste majoritaire, 1 de la liste minoritaire, puis un membre de la liste majoritaire qui serait suppléant, donc qui serait le 5e, et le 6e, qui serait membre de la liste minoritaire en suppléant. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse de cette manière-là, afin qu'on puisse créer une liste et qu'on vote tous sur une liste, ou voter 2 listes? Pardon. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce mode sur cette façon de procéder, à savoir faire une liste? Ça va plus vite, ça n'empêche pas le vote qui sera de toute façon défini de la même manière, ou de faire 2 listes. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe d'une seule et même liste? Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une liste, que vous proposiez deux membres de votre liste pour composer cette liste. Je vous donne déjà les membres de la liste majoritaire, les 3 premiers, puis je vous laisse donner le nom de la membre du membre du conseil d'administration. Donc chez nous, je propose Madame Isabelle Jodin, Madame Sandrine Martins et Monsieur Matteo da Silva Matos. Ça, c'est les 3 premiers. Et je vous laisse la parole. Nathalie Fordelon. D'accord. Nathalie Fordelon pour le 4e membre. 5e, donc en suppléant, je propose Madame Gaëlle Trampon et Dominique Françoise. Donc la liste, qui sera donc la seule et unique liste pour laquelle nous vous demandons de voter, sera composée de Isabelle Jodin, Madame Sandrine Martins, Monsieur Matteo da Silva Matos, Madame Nathalie Fordelon, Madame Gaëlle Trampon et Madame Dominique Françoise. C'est bien ça? Bien. Et donc,
L'idée, c'est que on fait comme lors des élections des adjoints. Ce que je vous propose, c'est que vous mettez liste Isabelle Jodin sur la liste qui est déterminée comme je viens de le faire. Et nous allons procéder au vote. Ouais. Monsieur le maire, oui. On est obligé de voter à bulletin secret, là, il n'y a qu'une liste. Oui, tel que c'est défini dans la délibération, je préfère. C'est moins simple, mais... Ce que je propose, par contre, c'est que ce soit notre Benjamin, à savoir Matteo da Silva Matos, qui se promène avec l'urne plutôt que l'inverse. Merci. On fait par le nom, et puis on fait à voter. Ouais. Non, mais non, on fait dans le sens. Ou voir comme ça. Va là-bas, on va te donner les noms. Madame Billy, à voter. À voter. Monsieur Fabrice Bussy. Monsieur Olivier Lucas. À voter. Madame Catherine Barbero. Madame Brunet. Monsieur Alexandre Cher. Madame Isabelle Jodin. Madame Charlotte Lemétour. Madame Valentine Fort-Piacard. Madame Gaëlle Trampon. Madame Sandrine Martins. Monsieur Matteo da Silva Matos. Madame Audibert. À voter. Monsieur Aubert. À voter. Ouais, pardon. Monsieur Lasserre. Monsieur Lasserre. À voter. Monsieur le Chevalier. À voter. Monsieur Fadin. À voter. Madame Marchal. À voter. Monsieur Martins. À voter. Monsieur Lambert. À voter. Madame Foulon. À voter. Madame Corsi. À voter. Monsieur de Rivry. À voter. Monsieur Guise. À voter. Madame Fordelonne. À voter. Et Madame Françoise. À voter. Merci. Oui, j'ai pas voté pour Christophe. C'est moi qui l'ai là. Excusez-moi. Je crois même. Monsieur Prudhomme. À voter. À voter. Merci, on va recompter. On va compter et dépouiller.
Liste Isabelle Jodin. 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 Bah, il y avait 27 enveloppes, on a entendu. Voilà. Et ça fait 27, merci Manon. En plus, ça fait 27 là-bas. Donc, par 27 voix, t'as qu'à l'air d'être là-bas. Donc, suite à ce scrutin, donc par 27 voix, la liste de Madame Isabelle Jodin, composée de Madame Isabelle Jodin, Madame Sandrine Martins, Monsieur Matteo da Silva Matos, Madame Nathalie Fordelonne, Madame Gaëlle Trampon et Madame Dominique Françoise, est élue pour siéger au conseil d'administration du CCAS, comme susdit. Bravo. Point numéro 3, je vais laisser la parole à Madame Barbero. Ça concerne le rapport d'orientation budgétaire et donc le débat d'orientation budgétaire sur le rapport d'orientation budgétaire. Merci, Catherine. Merci à tous. Juste peut-être quelques précisions préalables. Donc, la démarche du rapport d'orientation budgétaire et du débat d'orientation budgétaire se fait habituellement bien plus tôt. Nous sommes en année d'élection et il est toujours assez délicat de faire comme à l'habitude, c'est-à-dire en général le rapport d'orientation budgétaire est remis, c'est ce que nous avons fait les dernières années, soit en fin d'année. Donc ça aurait dû se faire normalement, si nous étions en année, j'allais dire normale, ça aurait dû se faire fin décembre, ou mi-décembre, ou au pire début janvier.
de manière un petit peu différente. Il se trouve qu'en cette année d'élection, il apparaissait assez inopportun qu'une équipe qui n'était pas forcément certaine d'être élue présente un rapport d'orientation budgétaire avec un programme qu'elle allait présenter elle-même à ses électeurs par la suite. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que certaines municipalités ont fait ce choix de présenter un rapport d'orientation budgétaire avant les élections. Ça n'a pas été le nôtre. C'est pour ça que nous sommes dans des délais assez raccourcis au niveau d'ailleurs des différents conseils. Il y a un conseil d'installation, premier conseil ici et conseil qui nous servira à valider le budget avant la fin avril. Donc on a des périodes et des délais assez serrés. Je souhaitais le préciser. Ce qui effectivement aussi explique le fait que nous n'ayons pas pu le débattre déjà ou l'expliciter en commission, puisque les commissions ne sont pas encore formées. Donc nous sommes dans une situation quelque peu exceptionnelle, mais nous allons quand même tenter de débattre. Je rappelle que c'est donc sur la base du rapport qui vous a été fourni avec la convocation, c'est de débattre des orientations budgétaires de l'année à venir et des éléments de ce document. Évidemment, vous aurez peut-être des questions qui mériteront d'être approfondies. Donc, nous y répondrons un petit peu plus tard si nécessaire. Nous avons la chance, puisqu'il y a des éléments financiers dans ce rapport d'orientation budgétaire, nous avons la chance d'avoir la DGS, donc la directrice générale des services, qui est une experte en matière de gestion financière et de finances. Et s'il y a des questions techniques ou vraiment très précises, pourra y répondre ou donner des explications sans doute plus précises que je ne pourrais le faire. Alors, le rapport d'orientation budgétaire, donc simplement également pour compléter mon préambule, les chiffres qui sont présentés dans ce rapport, donc que tiennent compte des chiffres que nous avons à date d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément les chiffres arrêtés par le Trésor public lorsqu'ils valideront le compte, qui était le compte administratif et le compte de gestion, qui vont devenir le CFU, qui sont fusionnés cette année en un document unique. Donc ce sont des orientations, les chiffres sont calés. Myriam, vous me l'aviez confirmé, donc ce sont vraiment les chiffres au plus près de ce qui est fait. On n'est pas à l'abri de quelques modifications demandées par le Trésor, mais de dernière minute. Donc le débat d'orientation budgétaire, puisque nous avons un certain nombre de nouveaux élus, il est important qu'ils sachent à quoi il sert. Donc est une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus, favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes. Donc il faut qu'il y ait débat, en facilitant les discussions sur les priorités et sur les évolutions de la situation financière de la collectivité, préalablement au vote du budget primitif que nous aurons à voter donc avant le 30 avril, donc au prochain conseil. On reviendra sur ce point. Quoi vous dire d'autre ? Dans le contenu du rapport d'orientation budgétaire, il y a plusieurs grands chapitres. Il y a un grand chapitre, une grande partie qui est consacrée au contexte économique, donc contexte économique international et national. Donc je vais moins m'apesantir sur le contexte international, mais plus sur le contexte national, juste avec dans la reprise des informations qui sont dans le rapport, qui vous sont détaillées dans le rapport, en sachant que toutes ces informations, comme la loi de finances n'a été votée que le 16 février, si je ne me trompe pas, le 16 février dernier, les informations actualisées qui nous sont parvenues sur à la fois la loi de finances, on va revenir dessus, 2026, et le contexte économique, qui est en grand changement et en bouleversement constant en ce moment, ne nous sont parvenues que très, très, très récemment et n'étaient pas du tout les informations qui nous avaient été transmises en novembre, sur lesquelles on avait commencé à travailler sur ce document. Donc ça a demandé une réactualisation, je dirais dans un délai très très court, d'un certain nombre d'informations, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir les informations financières plus actualisées également que m'a donné la directrice des services. Si vous le permettez, donc il y a cette partie-là. Ensuite, il y a une partie qui concerne la santé, les informations financières de la collectivité sur l'année écoulée.
Et puis, donc, avec un certain nombre d'éléments qui doivent y figurer. Et puis, j'allais dire presque en dernier chapitre, ou en quasi-dernier chapitre, des orientations budgétaires. Donc, je ne vous cache pas que les orientations budgétaires 2026, quelque part, supportent le programme que nous avons présenté à nos électeurs et pour lequel nous avons été élus. Alors, bien sûr, sur 2026, et puis avec une projection qu'on affinera avec le plan pluriannuel d'investissement sur les années à venir. Sur l'environnement économique, je ferai juste quelques rappels. Donc sur l'activité économique France, ce qui nous est dit, c'est qu'effectivement l'activité résiste à l'incertitude politique. Je crois qu'on est tous conscients de ces phénomènes. Croissance de 1,1% attendue en 2026 et en 2027, d'après les sources que nous avons, que ce soit l'INSEE, que ce soit Natixis, que ce soit la Caisse d'épargne qui nous fournit ces informations régulièrement. Une inflation qui est légèrement supérieure avec 1,3% et un peu supérieure encore en 2027 certainement. Donc vous avez dans le document un certain nombre de tableaux qui vous montrent, qui illustrent un petit peu les tendances. Je ne vais pas revenir dessus. Concernant l'environnement économique, qui est important pour nous, communes, parce que forcément, il y aura des répercussions de l'environnement économique, de l'environnement social dans nos actions, dans nos priorités également. Un climat de l'emploi qui se dégrade, bien évidemment, un taux de chômage qui sera en hausse en 2026, ça c'est sûr, le ralentissement des salaires, bon, bien sûr les problématiques du pouvoir d'achat, et avec tout ça, une loi de finances, pas le 16 février, pardon, c'est le 19 février, donc qui en principe devait mettre fin à une période d'incertitude politique et d'incertitude financière, notamment pour les communes, concernant la manière dont elles allaient pouvoir fonctionner. Le déficit public, donc, anticipé à 5% dans les différentes mesures. Une réduction du déficit public qui passe par, à la fois, de ce qu'on dit, une économie et des dépenses en baisse. On verra quelles peuvent être les répercussions sur les communes de manière générale et les efforts substantiels qui sont demandés aux communes en matière de dépenses de fonctionnement. On reviendra certainement dessus. Moins 7% de dépenses de fonctionnement, en dehors de toutes les hausses que nous allons subir dues à la hausse de l'énergie, à la hausse aussi des services, des matières premières qui servent à la fabrication d'un certain nombre de choses. Voilà. Après, il y a des mesures qui ont été prises qui ne concernent pas directement, mais qui concernent plutôt les individus et les Français. Alors, un paysage qu'on peut souligner, c'est que c'est finalement un paysage national qui est assez paradoxal, puisque on n'a jamais attendu autant des communes, du bloc local et du dernier échelon des collectivités que nous sommes, et jamais les marges de manœuvre ne vont devenir aussi restreintes et aussi contraintes, à la fois politiques et financières. Donc nous aurons à jongler en 2026 et dans les années qui suivent avec un certain nombre de facteurs et de priorités également à gérer. Ne pas oublier que nous avons des impératifs d'investissement local. On nous demande de travailler sur la transition écologique. On nous demande de travailler, ça fait partie aussi je dirais, des orientations pour ce qui nous concerne, la rénovation des écoles, la mobilité, la santé de proximité. Tous ces thèmes ont été largement débattus durant la campagne par l'ensemble des listes présentes, et donc nous devrons y répondre. Mais tout ça sans une vraie clarification de des aides que nous allons pouvoir obtenir et des financements pérennes que nous allons pouvoir solliciter. Est-ce que nous allons pouvoir solliciter des subventions à la même hauteur de la région, du département, d'autres organismes? On ne sait pas trop. Donc dans ce contexte, chaque euro engagé devra être plus que jamais justifié, hiérarchisé et évalué. Donc, vous voyez que on aura du travail. Donc ça, c'était la partie un petit peu générale, le contexte global qui nous aidera d'ailleurs à voir un peu pour les orientations budgétaires et dans la gestion future 2026 ce que l'on pourra faire ou ce à quoi il faudra être très, très, très vigilant.
Dans l'Europe, vous avez une partie suivante qui est la situation de la collectivité de l'année dernière et qui incite à parler de ce qui s'est réalisé dans l'année 2025. Donc très brièvement, je ne vais pas refaire ce qui est dans le rapport où il y a tout le détail, mais reprendre un peu les différents points. Quand même, c'est essentiel. En matière de communication, suivant les thèmes qui sont évoqués, qui figurent dans le rapport d'orientation budgétaire, un magazine de semestriel, de nouveaux panneaux d'affichage, un nouveau panneau lumineux, des plateformes qui fonctionnent plutôt, d'information qui fonctionnent plutôt bien, pour ne faire qu'un bref résumé à chaque fois de ces différents points et passer rapidement là-dessus, puisque vous avez le détail dans le rapport. En matière d'urbanisme, de patrimoine, de la délégation qui était celle aussi de parc jardin partagé, donc la révision du PLU, on l'a du plan local d'urbanisme, pardon, on en a parlé longuement, on en a débattu aussi au sein du Conseil plusieurs fois. Les chantiers immobiliers en cours, dont certains sont terminés ou en terminaison, avec, je le rappelle quand même, un gros effort de négociation qui a été fait, merci aux équipes, pour abaisser le nombre de logements et favoriser la meilleure intégration possible par rapport à Pomponne dans le paysage pomponais. Bon, le projet du Grimpé aussi, qui a pu redémarrer, qui fait partie de cela, et surtout le projet du Grimpé qui nous a permis de contracter avec le promoteur, je ne me trompe pas, c'est bien un PUP, c'est projet urbain partenarial, si je ne me trompe pas, voilà, de plus de 550 000 euros, voilà, qui ont été intégrés au budget supplémentaire. Et on verra que ça nous sera, même si on n'a pas eu le temps matériel peut-être de l'utiliser, compte tenu d'un certain nombre de blocages également sur les projets qu'on avait, vont nous permettre aussi au niveau investissement de financer un petit peu des choses aussi pour l'école, comme ça a été présenté lors du budget supplémentaire. Le dossier du parc du château qui suit son cours, je sais pas, t'en dirais peut-être un petit mot tout à l'heure, je sais pas, mais en tout cas qui, à notre grand plaisir, a l'air de vouloir avancer, donc avec la coopération et le contact qu'on a également avec Marne-et-Gondoire, bien évidemment, et avec la CRS4, on vous remercie aussi et Monsieur le Préfet, et puis les jardins partagés quand même, qui était une de nos engagements de campagne de 2020, qui fonctionne bien. Moi, je vois un certain nombre de messages. Il y a un WhatsApp, ça fonctionne bien. Emilia s'en occupe vraiment très bien. Et il y a je vois là, il y a au moins des nouveaux, là 4 ou 5 nouveaux. Donc on va bientôt, je pense, être une vingtaine à peu près. Voilà. Et donc voilà, ça commence à prendre, c'est long, mais voilà, les gens en voient l'intérêt, voient aussi la convivialité et l'aspect un petit peu à la fois intergénérationnel. Quand Gaëlle va travailler sur l'intergénérationnel, mais et l'aspect solidarité aussi sur ce principe. Voilà, donc on essaye sur ces plans-là de maîtriser autant que faire se peut le maximum, dans le respect des réglementations aussi. On n'a pas la main sur tout, mais en tout cas ce sur quoi on a la main, et les équipes ont la main, on travaille beaucoup sur cela. En termes d'administration générale, finance, voilà, donc on a effectivement, on a des effectifs qui s'élèvent aujourd'hui à 47 agents à fin 2025, un petit peu moins bien sûr en ETP, donc en équivalent temps plein, on est à 44,97. Bon, c'est pas énorme si on regarde un peu la strate et les dernières stats qu'on peut avoir qui datent un peu malheureusement des villes de moins de 5000, entre 3005 et 5000. Où j'ai trouvé des chiffres, effectivement, on était plutôt à 56 personnes. Alors bon, on sait que nous, on a peu de marge de manœuvre, donc par rapport à nos budgets, donc on essaye de faire au plus adapté et au plus serré. Bon, je ne vais pas reparler du CMJ. Le CMJ fonctionne bien, donc le conseil municipal de la jeunesse, il fonctionne bien. Toujours 12 jeunes qui sont renouvelés lorsqu'ils partent en 6e. Il y a une moitié qui est renouvelée, toujours très motivée.
qui font un peu le terreau, je dirais, et ce sera Mathéo qui sera chargé de ça aussi, de cultiver ce terreau pour voir ce qu'on peut faire aussi pour la jeunesse au-delà du CM2, on va dire ça comme ça. Chose intéressante, c'est qu'on a pu faire appel, et ils ont répondu présent, à la communauté d'agglomération, notamment pour la maîtrise d'ouvrage de certains chantiers qui requièrent vraiment une expertise spécifique, comme les opérations, par exemple, de sécurisation et des ralentisseurs sur l'ARD 34 et l'ARD 86. Donc voilà, on n'hésite pas, et merci à Marnay-Gondoire aussi pour l'appui et l'accueil qu'il nous réserve toujours à nos demandes, qui nous permettent aussi de mener des projets de la meilleure des façons. Concernant la démocratie locale, vie des quartiers, la participation citoyenne, on ne va pas revenir sur beaucoup de chiffres, mais bon, on a quand même mené dans les 6 ans, c'est dans les 6 ans, mais régulièrement, un certain nombre de commissions, de réunions publiques, de réunions de quartier, d'ateliers de concertation, de sondages. Donc je pense que dans les orientations budgétaires, on verra aussi que ça fait partie de ce que l'on va poursuivre, peut-être amplifier, et en tout cas qu'on continuera à accueillir nos nouveaux habitants, les médaillés du travail, et puis peut-être aussi d'autres sources. Ce qu'on a commencé à faire, ce qu'on a fait l'année dernière. Cadre de vie, le cadre de vie, c'est ce qui tourne tous les jours. Je crois qu'on a vu en 2025 et début 2026 un certain nombre d'améliorations, des plantations, l'aménagement de l'entrée ouest. Alors on n'est pas tout à fait à la manœuvre, mais en tout cas, on a été à la négociation avec le département qui a investi, tu me dis 250 000, c'est ce que j'avais en tête, euros pour aménager, faire de l'entrée de ville quelque chose de plus agréable et aussi de plus sécurisé. Vous avez vu qu'il y a quand même des choses qui ont été mises en place. On continuera à entretenir le mieux possible le cadre de vie de Pomponne pour qu'on continue à bien y vivre. J'ai encore à parler un peu quand même d'un point important qui est les affaires sociales, familiales, enfance, jeunesse, et Isabelle me complétera si j'oublie des choses. Donc on a pu, je pense, bien travailler avec l'école, avec le directeur de l'école depuis la dernière rentrée. Donc voilà, après on a pu avoir quelques incidents, mais qui ont été résolus. Important, et là je sollicite Fanny, on a mis en place un PPMS, un plan de sécurité, sur tout le groupe scolaire. Donc ça, c'était une nécessité, et d'autant plus dans le contexte qu'on connaît. On se sent, on se sent parfois de plus en plus, malgré toutes les mesures qui sont prises, des fois un petit peu en insécurité quelque part. Voilà, de toute façon, et relié à la police municipale également. Fanny aura l'occasion, je pense, d'en reparler quand elle fera ses commissions. Et nous avons quand même apporté un soutien financier aux activités de l'école et aux activités du centre de loisirs aussi. Il ne faut pas oublier les activités du centre de loisirs. La classe découverte, je rappelle que la classe découverte, c'est en principe une fois tous les 2 ans. Donc je pense que ça s'est très bien passé en 2025. Ils ont eu un bon programme. C'est bien organisé. Merci à tous ceux qui l'ont organisé. Merci aux professeurs aussi, qui les ont accompagnés, qui ont monté tous ces sujets, y compris toutes les activités de danse, de sport, de tennis, d'escrime. Bon, je ne vais pas tout décrire, ce serait un petit peu long. On a également, pour les jeunes, installé des équipements de jeu. Donc ça, c'était quelque chose qui était demandé. Donc essayer de faire que dans chaque quartier, il y ait des équipements de jeu plutôt pour les petits, et pas trop grands. Sachant que les grands, ils ont déjà des beaux équipements. Et puis sur les affaires sociales, le CCAS, et ça, on vient juste d'en parler, qui est en train de se restructurer, de se requalifier, si je puis dire, et qui a eu son propre budget, qui a son propre conseil d'administration, ou qui va en avoir un nouveau, mais en tout cas qui poursuit vraiment sa structuration et qui est au service des plus démunis, des plus fragiles, bien évidemment. Juste, je rappelle l'action de l'assistante sociale qui a un rôle remarquable par rapport aux personnes qui peuvent venir la rencontrer.
Alors on ne gère pas tout sur le social à Pomponne, hein. On ne gère pas les logements, il faut quand même le rappeler, les logements sociaux. Mais l'assistante sociale est d'une grande aide justement pour constituer éventuellement des dossiers. Enfin, je reprends parce qu'il y a parfois confusion dans le public ou chez nous, chez les Pomponnais sur ce sujet-là. Les sorties intergénérationnelles, les différentes aides, etc. Aux jeunes aussi, qui en sont, je pense, ravis. Hein, et en plus, ils nous apportent une aide précieuse. Et en plus, comme ils doivent en contrepartie des heures à la commune, ça leur donne une première expérience un petit peu ce qui est du travail dans une collectivité. Et ils apprennent beaucoup de choses. Les animations, je pense que j'ai pas tout à fait terminé, mais les animations, inutile de revenir dessus. Il y a eu beaucoup d'animations qui ont été faites l'année dernière comme les années précédentes. Merci Fabrice. Le sport aussi, la culture, tu l'évoquais tout à l'heure. Et puis l'appui financier et logistique aux associations, puisque l'appui, c'est pas simplement un appui financier. Certaines associations ne demandent pas d'ailleurs d'appui financier, mais bénéficient d'une logistique ou de bureaux ou de locaux qu'elles apprécient. Ça peut être une salle, ça peut être un bureau de stockage, ou voilà. Donc nous essayons d'être à l'appui des associations un maximum. Il faut savoir que les salles ont été utilisées à plein, les salles qui sont à notre disposition, que ce soit les salles Simon Arnaud, hein, Fabrice, tu peux en être témoin, ou la halle des sports. Voilà, j'ai noté plus de 3200 heures, si je me trompe pas, d'occupation l'année dernière des salles municipales. Donc nous, on est ravis de pouvoir offrir ça aux associations pour qu'elles se développent et puis qu'elles développent aussi, je dirais, un sens, du bien-être et puis de la cohésion avec les Pomponnais, voire avec des participants ou des adhérents qui sont des villes voisines, hein, qui sont de la communauté de Marne-et-Gondoire aussi et qui apprécient de venir à Pomponne. Les travaux, rapidement, on va pas tout refaire le point de tous les travaux, mais le groupe scolaire qui a été quand même rénové, la réfaction du mur du cimetière, des travaux, voilà, et petits entretiens qui ont été repris d'ailleurs par les services techniques, et puis les éclairages publics. Hein, je vous rappelle qu'on a la trame noire, alors on est en train de prendre en compte ce qu'on a entendu à quelques occasions, justement, de peut-être trouver des aménagements pour certains quartiers ou certaines heures de passage, notamment l'hiver. Voilà, donc ça, ça fera partie des choses qu'on a mis en place et sur lesquelles on va travailler pour les éclairages. Prévention sécurité, la police pluricommunale, hein, donc qui est à la fois, je crois, très, très appréciée des Pomponnais, bon contact, bonne efficacité aussi par rapport à ce qu'on a pu voir, avec des horaires étendus, avec également qui est complété par le lien qu'on peut avoir avec les vues caméras, 67 vues caméras, c'est une vue pour 62 habitants, qui sont raccordés au centre de supervision urbain intercommunal. Je ne me suis pas trompée, Fabien ? C'est ça, au CSUI, et qui est connecté aussi avec voisins vigilants, et qui permet justement d'avoir ces connexions entre différents outils et différents circuits, permet d'avoir une efficacité beaucoup plus grande. Donc on n'est pas forcément sur un seul outil, mais plutôt une cohorte d'outils qui se coordonnent et qui fonctionnent et qui communiquent entre eux. Le programme de ralentisseur, je l'ai un petit peu évoqué, donc c'est à la fois la sécurité et à la fois les travaux. Quelques nouveaux radars pédagogiques qui sont installés. Vous avez vu qu'il y en a un qui est installé peut-être depuis le début d'année, hein, on déborde un peu 2025. Et puis quand même la police communale qui est pluricommunale, qui veille aussi à surveiller le narcotrafic pour éviter qu'il ne prenne racine chez nous. Voilà globalement sur la partie activité. Sur la partie de la situation de la collectivité au niveau financier, donc je vais juste vous faire un tout petit résumé. Vous avez les éléments détaillés dans le rapport. Sur les 2025, les dépenses de fonctionnement, donc à combien se montent-elles ? Elles se montent à 3 558 686, j'ai enlevé les virgules, euros, pour des recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 3 703 343 euros. Alors,
En général, quand on présente, et ce qu'on fait depuis plusieurs années, on l'a fait avec Jean-Marc Siozac, qui a bâti ces bases du rapport d'orientation budgétaire lorsqu'il était en charge des finances. On présente les principaux chapitres intéressants, sachant que là, nous ne sommes pas dans une discussion budgétaire. La discussion budgétaire ou sur les comptes, elle aura lieu un petit peu plus tard. Donc là, c'est de vous donner une idée de ce à quoi on a consacré notre argent en 2025, ou l'argent plutôt de nos concitoyens dont nous faisons partie. Et donc, on identifie en général 3 postes importants, qui sont les postes à caractère, les charges à caractère général, les autres charges de gestion courante, donc qui sont des charges de gestion également, et les charges de personnel et assimilées. Donc, si vous avez peut-être déjà d'ailleurs fait le calcul, les charges à caractère général, elles représentent 1 177 747 €. Donc, ça représente, si je ne me suis pas trop trompée, environ 33% des dépenses de fonctionnement. Donc c'est le chapitre 11, donc c'est un vocabulaire pour je dirais que les anciens élus connaissent, que les nouveaux connaissent un petit peu moins, mais qui vont apprendre vite à appréhender. Le chapitre 65, c'est les autres charges de gestion courante, donc c'est beaucoup moins important bien sûr, c'est 282 297 €, donc environ 8%. Et le chapitre 12, qui sont les charges de personnel et assimilés, dans lequel on trouve un certain nombre d'articles, on appelle ça des articles, 1 967 105 €. Donc ça représente 55% des dépenses de fonctionnement, donc c'est à peu près équivalent à l'année dernière, si je me souviens bien, mais ça on en rediscutera dans les débats budgétaires, purement budgétaires. Les recettes de fonctionnement, j'ai juste fait un petit total ou mis en valeur les impositions directes, vous les trouvez dans le rapport. Les impositions directes, c'est 2 millions, donc sur les 3 703 343, ça représente 2 929 204 €. Donc c'est quand même relativement important. Les dotations et participations, ça représente 562 904. Alors, il se peut sur les recettes, on va vous expliquer, je demanderai peut-être l'aide de Myriam, donc de la DGS, tout à l'heure, si je n'arrive pas à vous donner les explications, qu'un certain nombre de recettes n'ont pas pu être faites ou perçues ou intégrées aux réalisations au compte 2025. Donc, ce sont des recettes qui sont inscrites et qui sont notées déjà, qui sont actives sur 2026, mais qui n'apparaîtront qu'en 2026. Donc, ce qui peut peut-être vous aurez des questions sur ces thèmes-là, expliquer un certain nombre de choses ou une situation d'épargne nette qui n'est pas là vraiment, enfin qui sera la réalité sur 2025, mais à cause de ces reports-là. Je ferai peut-être appel à vous, Myriam, tout à l'heure. L'équilibre financier de la commune, donc on prévoit de remettre la situation annuelle des emprunts. On l'a peut-être déjà évoqué, mais en tout cas on n'a pas de nouvel emprunt sur la commune. On a même un emprunt qui est tombé, qui a été échu. Donc on a un endettement qui a largement chuté et qui peut nous permettre d'autres opportunités si besoin était. Ou si notre choix était de nous endetter plus que de travailler sur nos fonds propres, ou ce qu'on pourrait appeler des fonds propres, et nous permettrait de le faire. Voilà. Donc ça, c'est un jeu savant des finances et des opportunités de voir ce qui est le mieux pour la commune, pour qu'elle garde une capacité d'autofinancement suffisante, qui est toujours un petit peu notre problème à Pomponne, puisque il faut être conscient que nous avons une marge sur les recettes qui est très limitée, puisque nous n'avons pas de zone industrielle, nous n'avons que très peu de commerçants. Donc les recettes, ce sont les impôts, ce sont les taxes d'aménagement, enfin il y en a d'autres aussi, les dotations. Mais en tout cas, c'est une des caractéristiques des comptes de Pomponne, qui nous ont été confirmés d'ailleurs par le Trésor lors des entretiens qu'on avait eus l'année dernière, avec Myriam et puis avec Aurélie. Donc là on n'a pas au niveau endettement, on n'a pas de soucis particuliers par rapport à ça.
parce qu'il peut dire d'autres choses sur l'endettement. L'équilibre financier de la commune, je pense il suffit de reprendre la page, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, où je vous ai récapitulé les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, le bilan provisoire. 31, merci. Et également sur les recettes d'investissement, bien sûr, puisque on distingue bien à chaque fois les deux, le fonctionnement et l'investissement. Voilà. Donc les opérations de fin d'année ne sont pas forcément toutes, et les régularisations ne sont pas forcément toutes incluses. Les opérations d'inventaire sont faites, donc c'est quand même assez proche de la réalité par rapport à ce qui est présenté. Donc ça nous donnerait, je répète simplement les recettes et les dépenses de fonctionnement, 3 703 343 de recettes, en dépenses 3 558 686, qui nous donne un bilan provisoire, une espèce de résultat de 144 657. Alors, ce que je vous disais ici, c'est que nous allons avoir un report. En fait, certaines régies n'ont pas été closes en temps et en heure en 2025 et donc viendront s'ajouter au budget de fonctionnement 2026. Ça représente, alors je ne sais plus, 250 000 euros, c'est ça à peu près? Ou 140 000? 140 000, oui, 486 000. Donc voilà, donc ça vient, effectivement, on n'est pas, on a un résultat positif, mais on n'est pas excellent en bilan provisoire sur 2025. Mais par contre, on a touché, enfin voilà, les régies sont bien à jour maintenant. Myriam a fait un travail remarquable là-dessus. Il faut dire également que nous n'avons, le Trésor n'a pas été exemplaire. On a le regret de le dire, ils étaient aussi en réorganisation, hein, donc peut-être qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe, mais ne nous a pas non plus, même s'il était de notre fait de surveiller que tout était bien fait, ne nous a pas alertés comme il le fait d'habitude pour clore ses régies. Donc il l'a reconnu d'ailleurs, hein, Myriam a eu une réunion très, très récemment avec les responsables du Trésor, et effectivement, c'est un point qui a été souligné. Voilà. Les recettes d'investissement donc qui sont de 813 797. Alors vous voyez que c'est largement inférieur à ce qu'on avait même ne cesse que budgété, puisqu'on attend un report d'engagement de 1,4 million à peu près. C'est 1,4 million, je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, à peu près, donc 1,427 million. Et vous voyez que tout ça fait le bon. Ça va venir abonder ensuite. Donc ne soyez pas trop étonnés, et le Trésor s'en est pas trop étonné non plus, d'ailleurs, du bilan. Il ne nous a pas fait pour l'instant de remarques. Bon, ça viendra peut-être, mais on verra. Je vous parlais de l'épargne tout à l'heure. Donc, alors il y a des calculs, alors sinon savants, mais il y a un certain nombre de calculs à faire entre l'épargne de gestion, l'épargne brute, l'épargne nette. Bon, l'épargne nette nous donne un petit peu nos facilités. L'épargne de gestion, c'est le résultat, comme c'est marqué dans le document, dans le rapport, entre les dépenses et les recettes, enfin les recettes moins les dépenses. Voilà. Et il y a ensuite un calcul donc l'épargne de gestion, pour nous, c'est 144 657, et l'épargne brute, ce sera 121 695. Bon, l'épargne nette n'est pas bonne puisqu'on manque de recettes qui ne sont pas arrivées en 2025. Il y a aussi des subventions que nous n'avons pas, qui sont actées, hein, qui sont notifiées, mais que nous n'avons pas reçues encore en 2025. Donc ça viendra tout ça abonder. On va être, je l'espère, on va avoir un petit peu plus de moyens, mais il faudra qu'on fasse attention en 2026. Voilà un petit peu pour les différents chiffres. Le rapport d'orientation budgétaire comprend ensuite un chapitre sur ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement. Alors là, je vous avoue on avait travaillé les autres années avec la DGS et en 2000 sur l'Europe 2024 avec Abigail, donc qui était notre DGS à l'époque, qui avait fait, on en avait parlé, un tableau Excel qui n'était pas vraiment un PPI, mais qui donnait quand même déjà une vision. On l'a pas forcément actualisé parce que et ni mis en place ni vraiment
ni vraiment travailler. Là aussi, compte tenu des élections, hein, c'était aussi à chaque équipe qui aurait gagné de mettre en place et de poursuivre son PPI. Donc on a programmé d'y travailler activement à partir, effectivement, forcément quelque part, ça va correspondre. Il va y avoir une cohésion quand même avec déjà ce qui est engagé, et puis notre programme, puisque le programme pluriannuel d'investissement est là pour travailler, avoir une vision sur plusieurs années. Et que ça devrait correspondre, ça devrait être cohérent avec les projets qu'on a présentés dans notre programme. Donc on aura l'occasion d'en reparler en commission finance dès qu'on aura avancé et d'y trouver la meilleure forme de présentation aussi pour que ce soit lisible et exploitable plutôt qu'un grand tableau Excel qui doit faire je ne sais plus combien de colonnes, qui est quasiment illisible, qui a le mérite d'exister mais qui doit être actualisé et de faire quelque chose d'un petit peu plus complet. Je pense qu'on benchmarkera aussi un petit peu certains PPI. Le PPI n'est pas obligatoire, le plan pluriannuel n'est pas obligatoire, mais on voit bien que c'est un bon outil quand même pour avoir cette vision à un peu plus long terme. Donc, pas obligatoire pour tout le monde, en tout cas pour notre taille de commune, mais un bon outil de référence pour suivre un petit peu ce qui se passe. Le rapport se termine ensuite par les priorités, donc qu'on peut se fixer sur 2026. Là aussi, bien sûr, vous ne serez pas étonnés qu'on y retrouve quand même une partie de notre programme, ou tout au moins ce qu'on souhaiterait réaliser sur 2026, dans un contexte, je le rappelle, qui est un peu quand même contraint par un certain nombre de phénomènes. Mais bon, je vous ai présenté un certain nombre de priorités sur les thèmes qui sont l'aménagement du territoire, la sécurité et la prévention, les solidarités, la démocratie, l'animation et plusieurs trucs, et la maîtrise budgétaire bien sûr et la vigilance opérationnelle. Voilà, ce sont certains thèmes qui nous sont chers. Peut-être reprendre vraiment très rapidement ce qu'il en est. Vous avez tous lu le rapport et on est là pour en débattre justement ensuite. Donc sur l'aménagement de notre territoire, la finalisation du PLU nous a aidé était une étape essentielle. Donc maintenant, il y aura certainement des petits ajustements à prévoir. Ils seront organisés, pas de problème. Le projet cœur de ville, des espaces verts qui soient encore, autant que faire se peut, mieux et régulièrement entretenus, dans la mesure de notre budget et de nos forces de travail aussi, des équipements qu'on peut avoir. Il était prévu également, mais ça c'était déjà prévu dans la mandature précédente, que la rue du Bouillon soit remise à neuf. Elle est vraiment en mauvais état, donc ça fait partie un petit peu des choses très pragmatiques. Ce sera Alexandre qui va s'en occuper. Et puis le groupe scolaire, où effectivement, il a un certain âge. Il y a eu des aménagements, il y a eu des réparations, des réflexions, etc. Bon, mais il y a certainement à repenser un peu certaines choses. Voilà, c'est un sujet de préoccupation. Juste, je reviens, et c'est aussi ressorti de ce qu'on a pu entendre pendant la campagne, et puis même de manière tout à fait autre, c'est le souci des parents pour le groupe scolaire, pour la vie scolaire, et c'est donc pour ça aussi que sur tout ce qui est enfance-jeunesse, on a renforcé les sujets. Avec Gaëlle et Valentine, ça nous paraissait important de répondre à cette préoccupation. Donc, mesdames, on va attendre beaucoup de vous là-dessus, avec Isabelle aussi, et qui fait déjà beaucoup. Mais en tout cas, ça va permettre, d'où la prise en compte, effectivement, des préoccupations des Pomponais sur ces sujets-là qui sont tout à fait légitimes. Sur la sécurité et la prévention, on a fait beaucoup de choses, mais on va quand même poursuivre. Il y a certains secteurs ou certaines autres qui sont peut-être à surveiller. Et puis, Fanny le dirait, c'est du travail aussi au quotidien.
Elle était encore ce matin sur le terrain avec les agents. Donc on a des travaux qui se font, qui sont importants, voilà, des travaux immobiliers ou autres. On va finir la partie des ralentisseurs également qui était prévue dans le marché. Et donc il y aura tout ça à suivre et sans doute des nouvelles actions. On aura peut-être aussi des surprises et sur lesquelles il va falloir qu'on réagisse vite. Donc il y a aussi des plans sécurité à mettre en place. Enfin, il y a pas mal de choses aussi à mettre en place avec les agents. Voilà. La poursuite aussi des concertations rue des Chênes et rue Berthelot, qui sont bien déroulées l'année dernière, mais qui méritent d'être approfondies pour trouver les meilleures solutions possibles. Les solidarités, la démocratie participative. Voilà, le CCAS, mais bon, vous aurez l'occasion d'en reparler et je pense que vous allez avoir votre conseil, Monsieur le Président, et puis mesdames et messieurs il n'y a pas beaucoup de messieurs, les membres du CCAS, Mathéo, on fait tout seul. Mais en tout cas, voilà, donc ce sera l'occasion aussi puisque le CCAS aussi va demander à la commune, dans le budget communal, une dotation. Donc il faudra qu'elle justifie un petit peu de ses projets et de voir de quoi le CCAS aura besoin. Donc là aussi, il y a un travail important. Continuer à développer les dispositifs d'information des assistants, j'en ai pas parlé, mais des assistantes maternelles aussi, c'était important, c'est quelque chose qui a bien pris. Les approches intergénérationnelles, les voyages, les conférences, enfin il y avait plein d'idées et les Pomponais nous en ont donné plein d'autres aussi. Donc on verra lesquelles on peut réaliser dans le contexte actuel. Et puis la démocratie participative, c'est aussi continuer à faire des réunions publiques régulières, voilà, dans les quartiers, sur des thématiques, sur du voisinage, voilà. Nous avons aussi dans la tête de mettre en place un budget participatif, donc voilà, qui serait pour des projets, alors soit pour des projets des commerçants, c'était une idée qu'on avait pour les aider à se développer aussi. Il faut aussi qu'on développe la vie, et Thibaut sera là pour activer ce levier-là, activer la vie économique et la rencontre avec les commerçants, les petites entreprises, enfin tous les auto-entrepreneurs. Donc on crée aussi une dynamique par rapport à ça. On sait que c'est difficile pour eux en ce moment, tous autant qu'ils sont, et on a besoin sinon de les aider, mais au moins de les accompagner. Et budget participatif aussi peut-être par rapport à l'ensemble de la population de Pomponne, à qui on pourra solliciter pour apporter des projets. Alors après, bien sûr, il y a des mécanismes, il y a des critères, il y a des mécanismes, il y a des règles. Ça se fera pas sans règles, ça c'est important pour que ce soit le plus équitable possible. Et je pense qu'on pourra valoriser des talents et aider nos Pomponais, certains Pomponais aussi à réaliser peut-être leurs rêves, je sais pas, on verra. Mais toujours dans la problématique de quand même être au service de Pomponne. Qu'est-ce que j'ai donné ? Je terminerai par là. Je vais terminer parce que j'ai beaucoup parlé. Donc l'année 2026, bien sûr, sera difficile sur le plan budgétaire et contrainte par la loi de finances. Vous avez pu remarquer dans le rapport budgétaire que tous les articles qui concernent, qui sont dans la loi de finances et qui concernent les communes, il y a petit C à côté. Là, j'ai pris tous les articles qui concernent les communes. On n'a pas pu encore avec la DGS regarder les impacts de chaque, parce que bon, c'est quand même très très récent. Mais en tout cas, on vous en fera part, on en fera part en commission aussi, les impacts de cette loi de finances sur le budget de la commune. Ça, faut nous laisser un petit peu de temps pour y veiller. Nous allons continuer, bien sûr, à essayer de trouver des points d'économie. Alors bon, l'énergie, on était allé un petit peu quasiment au bout de ce qu'on pouvait faire, mais bon, là, on va sans doute avoir une hausse, donc il va falloir qu'on se creuse la tête pour trouver des économies potentielles. On a des gens pleins d'imagination, que ce soit des agents, des Pomponais, des élus, donc on aura de quoi faire.
Nous surveillons de près aussi, bien sûr, l'évolution de la masse salariale, globalement, donc en sachant que notre priorité, c'est surtout de faire que chaque agent soit au bon poste, que chaque agent réponde à ce qu'on attend de lui, enfin ce que chaque pomponnet attend de lui en termes de service, et qu'on offre un service de qualité aux pomponnets. Voilà. Et qu'on puisse aussi, orienter les pomponnets vers la Marne-et-Gondoire quand la compétence est passée à Marne-et-Gondoire. Voilà, donc on essaiera de travailler dans ce sens et d'accompagner les uns et les autres, les élus. Juste un petit point, notamment pour les nouveaux élus, mais aussi pour les anciens, parce que je vois le terme de formation qui est sur mon slide. Il y a des formations pour les élus. Vous avez un droit individuel à la formation pour les élus. Voilà. Donc pensez à regarder ce qu'il en est, et on verra organiser justement peut-être. On l'avait fait, c'est Jean-Marc qui s'en était occupé à l'époque. On l'avait fait sur certains thèmes. Bon, quand on arrive dans un conseil municipal ou en tant qu'élu, on ne maîtrise pas tout. Il est bon parfois d'avoir des points d'accroche qui soient donnés par des formations à distance. Voilà. Donc c'est juste un petit point pour terminer ce que moi j'avais à dire sur le ROB. Et maintenant, je pense qu'on est tous, Monsieur le Président, à votre écoute pour le débat. Voilà. Alors, je te laisse. Y a-t-il des questions sur cette présentation? Oui. Je souhaiterais prendre la parole avec les élus de la liste Agir et réussir ensemble. Déclaration qui est donc lue et remise par moi-même, Catherine Corsi. Monsieur le maire, Madame l'adjointe aux finances, en préambule, nous nous étonnons que la commission finances ne soit pas constituée aujourd'hui, afin que les membres, y compris de la liste minoritaire, puissent travailler en toute sérénité à l'élaboration du budget primitif 2026 qui doit être présenté au conseil municipal fin avril au plus tard. Le rapport d'orientation budgétaire, ROB 2026, comprend 36 pages. Les 20 premières concernent les généralités du cadre et contexte économique. Les 10 suivantes reprennent l'année 2025. Les pages 31 à 36 abordent les orientations 2026. Donc après, on a des questions par page. Page 3, le rapport d'orientation budgétaire ROB 2026 s'ouvre avec une référence de l'article L 5217-10-4 du CGCT. Sur Légifrance, l'article L 5217-10-4 figure comme abrogé. Pour 2026, le rapport d'orientation budgétaire est rattaché à l'article L 1612-26 du CGCT. Pour les communes, l'article L 2312-1 précise la transmission, la publication et le débat. Le contenu réglementaire du rapport figure à l'article R 1612-49. Le document s'ouvre donc sur une base juridique inadaptée pour une commune en 2026. Plusieurs visuels sont sourcés de manière trop générale, par exemple source INSEE, Natixis, CIB ou source Loi des finances 2026, sans titre précis, date, page ni lien du code document utilisé. Ce manque d'information ne permet pas de valider les contenus exposés. Page 9, il est mentionné que dans un paysage national dégradé, les nouveaux exécutifs locaux devront construire leur stratégie pour les 6 prochaines années, en appliquant des restrictions budgétaires. Quelles sont donc vos priorités parmi les différents engagements de votre campagne? Page 10, un tableau de synthèse extrait de la loi des finances 2026 est indiqué avec quelques anomalies, comme l'article 148 cité 2 fois, transfert financier de l'État aux collectivités, puis nette diminution du fonds vert depuis sa création en 2023, ou l'article 192 qui n'est pas renseigné. Après vérification dans la loi numéro 2026-103 du 19 février 2026 des finances pour 2026, l'article 148 est l'article d'ouverture des crédits du budget général, renvoyant à l'état B. La seconde partie de la loi couvre les articles 148 à 207. Les anomalies visibles suffisent à dire que ce tableau ne peut être tenu comme fiable dans l'État. Page 21.
Il est mentionné que la révision du plan local d'urbanisme a été votée à l'unanimité en septembre. Or, nous soulignons que cette délibération a été annulée et a été soumise à un nouveau vote le 6 février 2026. Le PLU a alors été voté à la majorité. Pages 31 et 32. L'équilibre financier de la commune est abordé en précisant des subventions de plus de 1 400 000 en attente de versement à partir de 2026 et un non-encaissement de certaines régies en 2025, environ 485 735. Des précisions auraient permis d'expliquer ces montants et de suivre ces recettes potentielles. Page 32. La prévision de la dette est abordée. Elle contient un tableau intitulé « Situation pluriannuelle des emprunts » daté au 15 janvier 2024. La présence d'une extraction antérieure d'environ 2 ans crée un doute immédiat dans la date de rafraîchissement de l'annexe dette. Même si les données étaient encore correctes, ce point doit être justifié ou corrigé. Nous notons que l'épargne nette était positive à 204 896 en 2020 et qu'elle est aujourd'hui négative à moins 13 840. Nous notons également qu'aucun nouvel emprunt n'est prévu pour 2026. Page 33. Le plan pluriannuel d'investissement, PPI, est censé être abordé. Or, celui-ci est insuffisamment documenté pour un ROB et pour cause, il est annoncé en cours d'élaboration. Pour mémoire, dans le ROB 2025, une annexe relative au PPI était prévue. Elle n'a jamais été communiquée. Au final, aucune programmation chiffrée des dépenses et recettes d'investissement n'est visible dans la partie PPI du document transmis. Pourtant, le contenu réglementaire du rapport est détaillé par l'article R 1612-49 du CGCT. Cette source officielle vise notamment les engagements pluriannuels et la programmation d'investissement. En l'état, la partie PPI est trop légère pour un ROB. Page 33. Les priorités 2026 sont également abordées avec notamment cette phrase « L'État nous demande même des économies de 7%. » En l'état des sources accessibles et du ROB transmis, quel texte public officiel justifie cette formulation? Page 33. Aménagement de notre territoire. Qu'entendez-vous par les aménagements du PLU pourront être envisagés? Pouvez-vous nous ça vous nous l'avez dit. Pouvez-vous nous préciser la remise à neuf de la rue Bouillon? Page 33. Sécurité et prévision. Quels sont les nouveaux aménagements routiers de ralentissement envisagés? Quels sont les aménagements de sûreté prévus rue des Chênes? En conclusion, le ROB, le dépôt tardif, la consultation tardive du ROB et le contenu du ROB appellent à de nombreuses questions, car il n'est pas assez documenté, ou il est souvent avec quand on détaille les libellés, les différentes sections par chapitre, on peut se poser des questions, non pas sur la véracité des montants, mais sur la façon dont ils sont alloués. Et on a par exemple des budgets qui sont largement dépassés dans le réalisé. Et après, en dessous, on a des petites annotations divers, avec là un budget qui n'est pas dépassé du tout et qui est indisponible important. Donc je suppose que vous avez des reclassements de comptes à faire. Ça aurait été, personnellement, je trouve ça dommage de ne pas avoir travaillé sur un ROB, même si vous pensiez que vous alliez ne pas avoir peut-être pas la nouvelle mandature, car on parle de la ville de Pomponne et de ses habitants. Merci pour vos remarques. On va vous demander de remettre votre texte. C'est déjà fait. Oui, c'est peut-être déjà fait. Alors, on a travaillé quand même sur le ROB. Pour le PPI, alors on a assumé le fait qu'on n'avait pas travaillé le PPI autant que les années précédentes, et d'autant plus que le PPI, il dépend de plusieurs choses, notamment, c'est tout bête, mais sur la construction d'un bâtiment communal susceptible de recevoir un commerce de proximité, si on le fait plus parce que c'est bloqué pendant 2 ans, ça n'a pas du tout la même tête pour le PPI, par exemple, puisque c'est 500 000 euros, 476 000 euros très exactement, qui sont plus ou moins. Donc on a cette visibilité-là à avoir, ça veut dire qu'on va y travailler. Encore une fois, la notion de PPI, et c'est bien normal, qui est quand même une notion qui est assez nouvelle pour les villes de notre strate, et en l'occurrence c'est plutôt bien qu'on en parle, puisque ça permet de rentrer un programme en chiffres, en fait, un PPI, surtout sur une ville qui n'a encore pas beaucoup de rentrées, beaucoup de recettes. C'est-à-dire que, et on l'assume,
Pour une ville qui n'est pas très riche comme la nôtre, ça permet de lisser les choses et phaser les choses. Donc si j'ai envie de dire, c'est presque plus utile pour une ville qui a peu de recettes que pour une ville qui est plus riche, un PPI en l'occurrence. Donc ça, on est tout à fait conscient de cela. Sur les articles, alors, moi personnellement, je ne connais pas les articles, mais on fera vérifier les points des articles. Et puis après, on laissera. Vous avez certainement raison. Je transmettrai vos récriminations à Natixis et à la Caisse d'épargne qui nous fournissent ces éléments-là régulièrement et qui nous les ont fournis tout récemment. Donc je transmettrai vos récriminations. Je dis pas, vous avez sans doute raison, hein, puisque vous avez fouillé, vous avez passé un certain temps à citer des articles. Alors je ne sais pas si on débat ou si on fait si on fait un débat juridique, mais en tout cas, ces éléments-là nous sont donnés par la Caisse d'épargne et Natixis. Alors, mais je leur transmettrai, hein, ils ont peut-être fait des erreurs, donc j'avoue que voilà. Sur la question des 482 000 et 1,4 million, est-ce que je peux laisser la parole à Madame Coiffard afin qu'elle puisse vous exposer un tout petit peu plus en détail, et ça m'oblige à suspendre la séance pour pouvoir lui donner la parole. Bonsoir. Alors, pour répondre à vos demandes, les 486 000 € sont des régies de recettes qui n'avaient pas été régularisées au sein de la collectivité suite à un dysfonctionnement avec le trésor public. Donc, je suis arrivée en fin d'année. J'ai constaté les erreurs que j'ai relatées au trésor public, le trésorier ayant changé au pied levé au 1er janvier. Nous avons tout repris et tout remis à jour. Donc les sommes sont bien sur les comptes, mais vont être régularisées sur le budget 2026. Concernant les 1 427 000, c'est des dotations qui étaient attendues en 2025, qui n'ont pas été perçues et qui sont reportées sur l'exercice 2026. Alors, concernant les dotations qu'on attend, il y a celle de la vidéoprotection qui s'élève à 45 420 €. On a la subvention du pump track qui est à 20 000 €. On a le projet urbain partenarial qui est de 552 927 €. Et différentes subventions de la région Île-de-France et du département de Seine-et-Marne qui chiffrent pour le différentiel. Alors, je n'ai pas tous les détails parce que je suis en train de rapporter tous les éléments nécessaires. Je peux vous dire les sommes. Alors, j'ai de la région Île-de-France, il y a 113 372 081, 31 403,35 €, 218 715,72 € et 133 874,82 €. Et sur le département, on attend 300 000 €. Myriam, peut-être vous auriez des précisions à donner sur la question. Je n'ai pas retenu toutes les questions, mais la question sur les 7%, les efforts financiers. Alors, au départ, il était demandé 13% aux collectivités, qui a été revu, si je ne me trompe pas, sur la loi de finances, parce qu'il demandait un effort de 10 milliards national, qui a été revu à 4,6 milliards. Et il me semble, si je ne me trompe pas, en dernière date, ça devrait être descendu en 2 milliards. Donc ça serait un peu moins que les 7%, parce que ça faisait 13% au départ. Juste, moi je reviens sur les premières explications que vous donnez. Je comprends là qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de la Trésor, du Trésor public, qui expliquent que 485 735. Mais du coup, ça, ces recettes qui n'arrivent pas, elles sont pas pilotées au niveau de la comptabilité. Il faut que vous regardiez, vous aperceviez que
un moment donné, il y a des recettes qu'on n'a pas perçues, qu'on aurait dû percevoir? Alors, pour répondre à votre question, non. Les 485 000 euros concernent les régies de recettes, c'est-à-dire les encaissements de toutes les prestations de services, que ce soit du portage, que ce soit de la cantine, du centre de loisirs. Et c'est des sommes qui n'avaient pas été régularisées. Tout Oui, à là, fait. c'est 486 000 euros, c'est pas tellement, c'est 1 427 plutôt. Les 1 427 000, c'est tout ce qui est les dotations. Et les 485 000 concernent les régies. Mais et là, je reviens pareil. Donc, moi, je note qu'il y a un dysfonctionnement. C'est ce que vous avez expliqué avec le Trésor public. Mais je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas quelque chose qui se mette plus automatiquement en contrôle, parce qu'on n'est quand même pas sur des petits montants. Et je ferai la même remarque, même si on a à un moment donné des choses qui sont très détaillées, des subventions à 20 000 euros, puis après on a un package global du département de 300 000 euros. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'avis sur un versement, une recette qui est attendue en 2025 et qui n'est pas constatée en 2025. Il n'y a même pas, entre guillemets, une information préalable des services, enfin des entités concernées pour... Alors, l'inconvénient des dotations, que ce soit département, région, ils nous informent par courrier qu'on va être rétribué de telles sommes, mais ils peuvent mettre entre 1 an et 4 ans des fois à verser la subvention. Donc quand vous faites le budget prévisionnel, comment vous le faites là? Normalement, on doit le budgéter quand l'argent est arrivé sur les comptes. D'accord. Mais dans le prévisionnel, donc on ne le met pas tant qu'on ne l'a pas. Oui, D'accord. le budget est fait de toute façon, les subventions ne sont intégrées qu'à partir du moment où elles sont notifiées. Enfin, ce qui est normal. Donc, si jamais elles ne sont pas notifiées, mais que bien heureusement elles nous soient notifiées un peu plus tard, tant mieux, ça nous fait du budget en plus. Donc, En général, les subventions sont, sont l'objet d'appels de fonds qui sont cadencés. C'est là que j'ai un peu de problème à comprendre comment ça a pu passer à côté. Je vais laisser Myriam Coiffard. Ce que je veux dire par là, c'est que Non, non. quand on a des subventions, on sait qu'on a un montant bien précis, une enveloppe, avec des dates. On est notifié, mais on ne connaît pas la date. On est notifié. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre connaissance et à considérer que c'est quasiment sûr qu'on va percevoir cette somme. Tant qu'on n'est pas notifié, c'est pour ça qu'on monte toujours nos budgets sans les subventions. Et que les subventions ne sont que des bonnes nouvelles. On va le dire comme ça. Il y a aussi sur... Mais alors, du coup, le pump track, c'est pas le pump track? 20 000 euros. Ouais. Oui. Donc celui-là, vous l'avez installé, mais il n'a pas été. Vous l'avez pas eu la dotation. C'est ce que notre DGS était en train de nous expliquer, effectivement. C'est les décalages entre... c'est pour ça qu'on a besoin de trésor pour avancer les projets. Est-ce qu'on a besoin de... Non, une Ok. précision Donc, encore. je Sur suis... le détail des 7%, moi je comprends qu'il y a des volumes financiers nationaux qui sont donnés. Je n'arrive pas à comprendre quelle est la règle de 3 ou quelle est la déclinaison pour arriver à dire il y a 7% à faire sur Pomponne. Et ça aurait été bien de l'expliquer ça plutôt. C'est pas sur Pomponne lui-même. On nous demande de Combien faire un effort. on est sur le Oui, non, je suis débat d'accord. d'orientation de Pomponne. Je suis d'accord avec votre... Je ne pense pas que l'État n'attend pas qu'après Pomponne. Non. Je suis d'accord sur votre question. Il est vrai que là, sur le débat d'orientation, je pense qu'elle a fait sur une généralité nationale. Maintenant, il est vrai qu'il est demandé aux collectivités de faire des efforts sur le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, pour pouvoir absorber les baisses des dotations qui vont être impactées sur les collectivités sur l'année 2026. Et pour l'instant, on n'a pas encore les sommes exactes de ce que nous allons percevoir. Oui, parce que c'est ça. Moi, l'idée, c'est que vous dites qu'il y a un objectif d'effort, de contribution à l'effort national, ça s'entend. Hein. Oui. Mais cet objectif de 7%, on a cherché, on ne l'a pas trouvé. Donc, c'est peut-être dire quelle est votre source, ou quelle est votre méthode de calcul pour arriver à dire qu'il y aura un effort de 7%. C'était ça la question. Merci, je vais reprendre... Merci Myriam. On va reprendre le cours du conseil. juste sur votre déclaration, il y a un certain nombre de questions, je pense, auxquelles j'ai répondu avant. Oui. Voilà. Donc, voilà. Oui, non, mais vous le lisiez, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'espère avoir répondu avant à certains éléments. Merci.
Bien, si vous en êtes d'accord, on va prendre acte que la tenue du débat d'orientation budgétaire qui est prévue par la loi L2312-1, on va vérifier, du Code général des collectivités territoriales et sur le cadre de la préparation budgétaire de l'exercice 2026. Donc on prend acte que ça a été fait et c'est tout. Monsieur le maire, Oui, je pense qu'il faut quand même voter. Il y a une- on prend acte. Alors je veux bien voter, mais en général on prend acte. Mais oui, c'est en regardant, on prend acte qu'il y a un débat, mais il faut délibérer sur le fait qu'on prend acte du débat. Très bien, alors on vote. Et alors Qui- nous allons voter contre sur le fait parce qu'on pense on constate que le rapport d'orientation budgétaire que nous avons ne correspond pas à ce qu'on attend d'un rapport d'orientation budgétaire. Certes, il y a des éléments, mais il en manque beaucoup d'autres pour avoir un vrai débat d'orientation budgétaire. Alors c'est quand même une prise d'acte. Donc qui est contre la prise d'acte? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quatrième point, décision prise par le maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Là, il s'agit simplement de prendre acte de présentation de deux décisions que j'ai prises le 16 et le 12 février et le 16 mars. La redéfinition des modes de recouvrement des prestations encaissées par la régie des recettes location de salles. Donc c'est la D 2026-1 et 2026-2 qui est l'achat d'une caverne pour monsieur Denis Bossement. Voilà. L'ordre du jour est éclusé. On va passer aux questions diverses, si vous le voulez bien. Je vous laisse poser vos questions. OAP, orientation d'aménagement et de programmation, quai Godino-Bizot. Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la réunion du quartier Gare en 2025 par Monsieur le maire, le ou les projets des promoteurs aménageurs retenus pour le site du 12 quai Eugène Godino n'ont pas été rendus publics, ni même présentés aux membres de la commission urbanisme en fin de mandature. Quand feront-ils l'objet d'une présentation aux élus et à la population ? Alors, comme tous les projets immobiliers, le projet du 12 quai Godino sera présenté aux Pomponnais et aux élus dans la commission urbanisme quand elle sera constituée. Pour l'instant, il n'y a pas de date prévue. Question suivante, OAP, donc orientation d'aménagement et de programmation du Grimpé. La réceptivité globale de l'opération d'aménagement d'ensemble est de 102 logements maximum. Le projet immobilier plein sud comprend 102 logements. Quel est alors le devenir de la parcelle de 4000 m² viabilisée, avec servitude d'accès et rejet des effluents, rétrocédée à la commune dans le cadre du projet urbain partenarial, le PUP, en contrepartie d'un abaissement de 10% de la taxe d'aménagement pour un montant de 552 927 € hors taxe. Alors, tel qu'annoncé lors de réunion publique et de la commission d'urbanisme, je répète que pour l'instant, la parcelle de 4000 m² que vous évoquez est effectivement viabilisée, mais non constructible, puisque justement, c'est capé à 102 logements. Donc, elle constitue une réserve foncière, aujourd'hui propriété de la commune. Donc aujourd'hui, sur toute cette zone-là, on ne peut pas construire un logement supplémentaire. C'est dans l'OAP. D'accord. Donc la parcelle de 4000 m², donc comme vous l'avez dit, elle est non constructible et tout mètre carré aussi dans cette zone-là. Elle est non constructible, oui. Voilà. La rénovation du pont en X n'a pas été l'un des axes majeurs de votre campagne, alors que la fragilité de l'ouvrage et la circulation quotidienne interpellent nombre de Pomponnais. Quel est votre avis sur ce sujet et que comptez-vous faire ? Alors, le pont en X fait l'objet d'une surveillance périodique de la part de la SNCF, comme vous le savez. Pour rappel, la gestion de cet ouvrage, alors c'est un peu technique, mais relève de la SNCF, tandis que le département est uniquement responsable de l'entretien de la chaussée et des trottoirs. Ça, c'est un point important. Donc, le rapport de diagnostic et le PV de l'inspection de 2023 par la SNCF nous est parvenu le 13 septembre 2024. À l'époque, j'ai moi-même transféré ce diagnostic à plusieurs vice-présidents du département en octobre 2024, un mois plus tard.
En ce qui concerne aujourd'hui, je pense qu'on va réunir, comme on l'avait fait la dernière fois, on va réunir entre les maires voisins et surtout l'agglomération. C'est la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire qui pilote aussi ce sujet. Et également la préfecture, très prochainement. D'ailleurs, j'ai eu, et c'est fait du hasard, monsieur le sous-préfet de Torcy qui m'a appelé sur ce sujet cet après-midi. En conclusion, je n'ai pas à faire campagne forcément sur un sujet qui concerne Pomponne, mais bien au-delà de la compétence communale, et notre vigilance est constante sans que nous ayons à en faire état systématiquement. Autour de la table, est-ce qu'il y aura également SNCF? Est-ce qu'il y aura la région? Est-ce que vous parlez de Marne-et-Gondoire, de la préfecture? On verra à l'issue de la réunion qu'on fera avec le préfet, puisque justement c'est lui qui va globaliser un peu tout ce monde. Et est-ce que vous avez est-ce qu'on pourrait avoir une échéance? Parce que c'est un point qui a été abordé tout au long de la dernière mandature. Il y avait ce fameux comité de pilotage qui faisait partie de la mandature Précédente, 2014-2020, oui. Voilà, qui n'avait pas été renouvelé. Et donc, on vous a sollicité plusieurs fois lors de questions. Vous nous avez dit oui, on réfléchit, ça va. Bon. Puis au jour d'aujourd'hui... ça dépend pas que de moi, donc je vais pas me réunir avec moi-même, en l'occurrence. Vous pouvez être initiateur, vous pouvez inciter... Tout le monde est conscient. Je vais au-delà de la réponse. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a toujours une vigilance qui est menée. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas, c'est pas parce qu'on fait pas des commissions spécifiques sur le point X qu'il y a une vigilance dessus. La plus grande des vigilances, c'est celle qui est menée par la SNCF sur son propre ouvrage, comme sur beaucoup de ponts en l'occurrence. Donc personne n'a intérêt à laisser cet ouvrage dépérir au-delà des règles de sécurité. Aujourd'hui, lors de son diagnostic de 2023, qu'on a eu en 2024, il y a effectivement il devra se faire un renforcement à plutôt moyen terme. C'est la conclusion qu'ils ont faite, fort de ce diagnostic. Donc que j'ai moi-même transféré au président du département, en l'occurrence, il l'avait pas. On va prendre tous ensemble des décisions. De toute façon, ça va coûter 60 ou 70 millions. Donc ça va beaucoup plus loin que n'importe quelle compétence et ressources financières. Donc, absolument. Je pense que plus tôt ce sera remis sur la table, plus tôt on aura des chances de oui. voir, Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est pas un comité, c'est ce que disait Clémenceau, quand il y a un problème, on fait un comité. Donc voilà, soyez rassurés dessus et je compte sur vous pour me relancer sur ce sujet. Rue de Bordeaux. La signalisation horizontale de cette route départementale est importante en matière de sécurité routière. Pourquoi le marquage au sol entre le rond-point de la rue Berthelot et les feux tricolores a été refait en très pointillé, avec des flèches de rabattement, dont une en plein virage, alors que les dépassements en sécurité apparaissent impossibles au regard de l'absence de visibilité? Pourquoi le marquage entre les deux ronds-points n'a pas été refait de façon à prévenir les situations dangereuses? Alors il y a quand même deux questions. Mais oui. Donc les traits pointillés correspondent à une ligne qui s'appelle une ligne de dissuasion. Alors les lignes ne peuvent pas être faites à l'identique comme avant, parce que notre DST s'était entretenu justement avec l'entreprise qui est spécialiste et qui a répondu que il n'était pas possible de faire une ligne blanche comme avant. Alors je distingue, je vais aller un peu loin dans les détails. Si un véhicule est en panne sur la voie, il n'y a pas d'autorisation de le doubler avec une ligne blanche. Ligne continue, ça veut dire située en milieu de route, délimite deux sens de circulation et elle représente une interdiction stricte et ne doit jamais être franchie ni chevauchée, sauf pour doubler un cycliste, c'est-à-dire chevaucher pas complètement. Elle empêche notamment le dépassement du véhicule devant, même s'il est très lent, et le changement de direction sur la gauche. La ligne de dissuasion dont il est question ici, et d'ailleurs également le long du mur de la CRS 4, est identique à une ligne d'annonce. Elle signale les situations dangereuses dans deux types de situations. Alors sur autoroute, je vais passer la description, mais sur une route comme c'est ici, par exemple très pentue ou très sinueuse ou très fréquentée par les véhicules lents, elle dissuade de dépasser sans cependant l'interdire. C'est notre cas, donc à la fois sur la route de Bordeaux, secteur cimetière, ou le long du mur de la CRS 4. Ça c'est la réponse à la première question. La réponse à la deuxième question: le marquage entre les deux ronds-points fera l'objet d'un autre chantier, et notamment les plateaux ralentisseurs aussi, dont un est plutôt en pas mauvais état, mais qui nécessiterait qu'on y intervienne sur la route de Bordeaux. Il y en a un qui est en mauvais état parce qu'il y a un trou qui est en formation, qui commence maintenant et qui amène les voitures à se décaler, à passer au milieu. D'accord. Donc là, c'est une situation, à mon avis, qui doit être traitée. Ah oui. Je reviens sur la première réponse.
la flèche de rabattement quand même dans le virage, si vous trouvez une logique, entre guillemets, réglementaire à cette flèche de rabattement dans le virage, vous êtes le seul. Hein, parce que nous, on n'en trouve pas. Et toutes les personnes interrogées se posent la question de cette flèche de rabattement dans le virage. Voilà. Alors après, on peut débattre sur l'utilité. Le marquage a été fait et maintenant, on peut quand même avoir des véhicules qui restent bien dans leur partie de chaque et d'autre. D'ailleurs, ce qui se voit aussi sur la rue de Paris. Mais la rue de Paris, maintenant que ça a été fait, les voitures quand même voient à peu près le couloir dans lequel elles peuvent rouler. Je ferai la différence quand même que la rue de Paris, il y a des pointillés, une visibilité qui permet effectivement de voir. À la rue de Bordeaux, il n'y a pas de visibilité. Et je note qu'entre les deux ronds-points va être fait, c'est aussi important parce que vous avez aujourd'hui des dépassements qui sont faits, des dépassements dangereux, notamment quand les transports en commun stationnent avec leur temps de régulation ou les temps d'attente. Et vous avez tout le monde qui double d'un côté, alors qu'aux heures de pointe, ça roule de l'autre aussi. Donc vous avez quand même des situations très dangereuses. Merci. En votre qualité de 12e vice-président au sein de la communauté de Marne-et-Gondoire de 2020 à 2026, Monsieur le maire, vous avez été chargé du label Vivre en Marne-et-Gondoire. Pouvez-vous nous dresser un bilan de vos réalisations sur la mandature écoulée? Merci. Alors, le bilan du travail d'un vice-président ne se résume pas à sa stricte délégation, mais aussi à sa présence aux instances communautaires, en conseil communautaire et au bureau communautaire. À noter que j'ai été absent qu'à un seul bureau communautaire pendant tout le mandat, pour pouvoir d'ailleurs participer à un conseil municipal, soit une seule absence sur plus d'une centaine d'instances pendant tout le mandat. Concernant la délégation qui m'était donnée, nous avons travaillé sur différents thèmes répondant à une labellisation Vivre en Marne-et-Gondoire. À la fois les normes de construction, les normes environnementales, les circuits courts, l'artisanat. Ça, c'était au début du mandat. Il se trouve que les lois et les normes nationales ont, au cours du mandat, rattrapé les critères vertueux que nous voulions définir, rendant inopérant notre label sur certains sujets. Et aujourd'hui, cette labellisation peut se concrétiser dans l'installation des casiers food local que nous trouvons à Lagny et Torigny et que nous souhaitions installer à côté du bâtiment communal dont vous avez attaqué le permis de construire. Par ailleurs, au-delà du label, je crois qu'on peut dire qu'il y a un vrai art de vivre en attendant le label à Marne-et-Gondoire, qui est l'œuvre de l'ensemble des élus et des agents de cette agglomération et qui est partagé par l'ensemble des habitants des 20 communes. Question suivante, s'il vous plaît. Marché public de communication participation citoyenne. En septembre 2024, vous avez lancé une consultation, commande publique, pour la réalisation d'une consultation citoyenne relative à l'aménagement du cœur de ville de Pomponne. Ce marché public, repris sous la nomenclature Service de conseil en relations publiques, a été attribué courant 2025 à un cabinet de conseil et de communication pour 2 ans, 2025-2027, et pour un montant de 100 000 € hors taxes. Pouvez-vous nous rappeler les instances, notamment le conseil municipal, au cours desquelles nous avons été informés de ce marché public et de la commande passée? Alors cette question, comme la suivante d'ailleurs, concerne un point de votre recours contre les élections. Donc nous y répondrons au travers du mémoire en défense. Donc vous n'y répondez pas là publiquement? C'est la réponse que je vous fais. Monsieur le maire, excusez-moi, je devais vous poser la question numéro 7 qui porte, mais pas du tout sur le fond du recours, mais sur le financement de l'avocat qui défend. Je ne comprendrais pas que vous refusiez de répondre à cette question dans la mesure où elle intéresse... Posez votre question, monsieur Derribry. Ben alors, vous m'avez dit que vous ne souhaitiez pas y répondre. Non, la 6. La 6, cette question comme la suivante concerne un point de votre recours, nous y répondrons au travers du mémoire en défense. Posez votre question numéro 7, j'aurai peut-être une autre réponse. La question est la suivante, d'accord, ok. La suivante, parce que moi j'avais compris que c'était la 7, parce qu'après la 6, la suivante c'était la 7. Mais je pose ma question. La campagne électorale, donc, et le scrutin du 15 mars, ayant été l'objet de nombreuses et graves irrégularités, nous avons déposé un recours en saisissant le tribunal administratif. À la suite de notre démarche, vous avez fait appel à un avocat. Pouvez-vous nous confirmer que les honoraires de ces prestations, de leurs prestations, ne seront pas prises en charge par la commune de Pomponne? Ma réponse. Compte tenu de votre recours contre les élections, nous avons été contraints de saisir un avocat pour nous défendre devant le tribunal administratif. Seul ce dernier pourra d'ailleurs juger des prétendues irrégularités invoquées dans votre recours. Les honoraires de notre avocat seront pris en charge directement par notre liste et non par la commune de Pomponne dans la mesure où elle n'est pas partie à l'instance. Par ailleurs, la partie perdante pourrait être condamnée par le tribunal administratif à assumer financièrement les honoraires d'avocat engagés et nous demanderons dans ce cadre au tribunal à ce que vous preniez à votre charge nos frais d'avocat. Merci.
Moi, je finirai les questions par les conseils municipaux. Questions que vous avez sous les yeux. Plusieurs conseils municipaux sont prévisibles d'ici le mois de juillet. Commission municipale, budget primitif 2026, compte financier unique 2025, ex-compte administratif, règlement intérieur, etc. Afin d'organiser les différents agendas, pouvez-vous nous communiquer les prochaines dates de conseils municipaux? J'ajouterais, hors de la question, que vu le retard qui a déjà été fait pour avoir le rapport d'orientation budgétaire, je m'étonne en tant que néophyte que... vous avez dit au démarrage de la réunion. J'ai pas dit qu'il y avait de retard. Oui. J'ai dit qu'il était opportun, il était inopportun de l'avoir fait avant. D'accord. Oui. Et que nous étions obligés, nous avions à le présenter dès que possible après l'installation du nouveau conseil. Je n'ai jamais dit que nous avions du retard. J'ai dit que le délai était serré. Ah, les délais sont serrés, excusez-moi. Donc les délais sont serrés. Comme les délais sont serrés et que vous avez dit durant la réunion que vous n'aviez pas encore les dates des commissions municipales, je m'inquiète du planning prévisionnel. Alors j'ai une réponse pour le prochain conseil municipal qui sera, sauf contre-ordre, mais ça c'est vraiment calé comme ça, le 29 avril prochain. Et comme il y aura des sujets... Ok, on verra le sujet. Mais il y aura le budget qui nécessite des délais de convocation supérieurs aux délais de convocation pour des conseils municipaux. Non. Donc, pour être sûr de bien comprendre, donc le prochain conseil municipal le 29 avril, on va voter le budget primitif. Et du coup, il n'y aura pas d'installation de commission avant. Pas avant, ce sera donc, ce jour-là qu'on installera voilà, les commissions. Donc, il n'y aura pas de travail en commission finance sur le budget primitif. Pour cette fois-ci, non. Le travail sera avec la liste minoritaire. Monsieur le maire, c'est pas une question, mais quand vous m'avez dit que j'étais votre aide-mémoire, lors du dernier conseil municipal, vous avez lu la charte de l'élu. Oui. Et je vous ai fait remarquer qu'il n'y avait pas le chapitre 3 qui devait nous être remis et qu'il n'avait pas été remis. Vous avez répondu, j'ai demandé au service pour qu'il vous soit remis la fois prochaine. Ça n'a pas été fait, donc je vous le rappelle. On vous l'enverra alors. Vous avez raison. Merci. Y a-t-il des questions? Merci pour le conseil municipal est clos.